Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. Nous allons continuer notre discussion avec David Duquesne. C'est la deuxième émission de la série qui est consacrée à son livre. Et donc, on va continuer notre discussion de la première. Je vous invite à la regarder, à la liker, à la diffuser, à en parler absolument partout. Je vais vous dire pourquoi. David, on va continuer avec vous et je voudrais dire que quand on lit votre livre, on a l'impression que chaque chapitre de votre ouvrage déconstruit tous les discours qu'on entend dans les médias, qu'on entend à la télévision, qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux. Absolument chaque chapitre, c'est un contre-discours de la doxa dominante. Euh, C'était vraiment l'objectif en réalité, que ce soit sur l'antisémitisme, par exemple, il y a eu un livre contre le nouvel antisémitisme. Moi, avec le chapitre Mon étoile de David, je démontre que l'antisémitisme, il n'est pas né il y a 20 ans ou 25 ans, que c'est beaucoup plus vieux. Le simple fait qu'on ait contesté mon prénom, ou l'histoire de ma grand-mère qui explique qu'elle était obligée de cacher son nom de jeune fille Lazare, ça montre que cet antisémitisme est beaucoup plus ancien. Et quand on fait des recherches sur l'islam, sur l'histoire de la civilisation musulmane, on apprend que déjà le calendrier musulman commence avec le djihad et le massacre de tribus juives, donc symboliquement ça veut dire quand même quelque chose, et qu'ensuite les juifs, mais aussi les chrétiens dans le monde arabe étaient considérés comme des sous-hommes, des sous-citoyens. Donc ça, c'est pas un nouvel antisémitisme, et ce n'est pas non plus un antisémitisme dont on ne sait pas d'où il vient, comme l'explique Emmanuel Macron. Je pense que c'est quand même incroyable que dans les médias, on puisse tenir des propos aussi légers, aussi irresponsables sur ces questions. Sur le racisme, euh, souvent, SOS Racisme a été créé pour les immigrés nord-africains. Il faut le dire les choses comme elles sont, et donc par recoupement anthropologique pour les musulmans. Mais moi, il y avait un différentiel entre ce que je percevais et ce qu'on disait dans les médias. Effectivement, il y avait du racisme envers les Nord-Africains, envers les Arabes dans les années 80, mais il y avait aussi beaucoup de racisme de la part des Nord-Africains vis-à-vis de ceux qu'on appelait les Gouers, les Gaouris. Une jeune fille maghrébine ne pouvait pas avoir un copain français, c'était impossible. Le mec, il pouvait se faire tabasser. Moi, j'ai vu des mecs se faire lyncher dans la rue parce qu'ils avaient osé flirter avec une beurette. Donc, et aussi, je voulais démontrer que le racisme chez les Maghrébins était très prégnant, notamment envers les Noirs, ceux qu'ils appellent les carlouches. Et il y a l'épisode d'une de mes tantes qui va avoir un compagnon d'origine ivoirienne et ça va pas super bien se passer. Ce jour-là, j'étais dans ma famille maternelle musulmane et elle n'était pas présente, cette tante. Et ce que j'ai entendu sur cet homme, je l'avais jamais entendu autre part. J'avais jamais entendu des propos aussi racistes en si peu de temps, même par des Français. Et je vais vous confier une anecdote. J'habitais dans une cité, la cité neuve de Lens, parce que autour de Lens, les cités portent des numéros. C'est les numéros des carreaux de fosse. Vous voyez, donc j'habitais à la cité neuve de Lens. Et on faisait des matchs de foot dans le quartier, puis à un moment on faisait plus que des France-Maroc, parce que les Marocains ne voulaient plus se mélanger avec les Français, entre guillemets. Mais au début, on faisait des équipes mixtes. Et puis arrive un type, un gars, qui s'appelle Marjoub. Mais Marjoub, il avait un peu le physique d'Henri Salvador et de Kylian Mbappé. Et il arrive, il était un petit peu simple d'esprit, gentil comme tout, il voulait jouer au foot avec nous, mais il avait un pantalon en tergal et des mocassins. Et on était dans la cour de l'école Marie Curie, qui était l'école du quartier. On avait fait un trou dans la grille à l'arrière et il y avait un terrain de hand et on jouait là-dessus. Et lorsque ce garçon est arrivé, les Marocains ont dit oh non, pas lui, pas le singe, pas le gorille. Il l'appelait le gorille ou le dos argenté. Enfin, ils se moquaient de lui avec des noms vraiment de singes. Et les Français qui entendaient ça disaient mais enfin, vous avez pas honte de parler comme ça de lui? Et non, non, on veut pas de lui. Donc nous, on l'a pris. L'équipe on a dit mais si, il faut le faire jouer. Donc c'est les Français qui défendaient ce type, mais parce qu'il était plus foncé de couleur que les autres, et les autres le méprisaient. Et ça, c'est assez classique. Je me souviens, j'ai j'ai dû recevoir la fille d'un des ministres marocains qui était d'une beauté splendide avec la peau très blanche. Et je lui ai posé une question. À l'époque, j'avais 20 ans, j'étais très naïve, je connaissais peu de choses. Pourquoi, en règle générale, les Marocains, quand on les voit, ils ont la peau tannée, peut-être pas plus brune. Elle me dit, oh, c'est les enfants des esclaves. Et pour moi, à l'époque, c'était choquant. C'était
il a pas dit ça avec une arrogance, il a dit ça comme si c'était un véritable constat. Et ensuite, quand on regarde par exemple les Arabes palestiniens, enfin en Israël, ils disent la même chose. Plus la peau d'une personne est noire, moins il est considéré du point de vue social. Ouais. Ça, je l'ai découvert aussi quand je fréquentais des gens de ce monde qui me disaient, chez nous, les blancs, ceux qui ont la peau blanche, sont mieux considérés que ceux qui ont la peau noire. Et donc, c'est un racisme qui est absolument inhérent à cette société. C'est même pas, c'est le racisme de classe qui est propre à la société, en l'occurrence musulmane. C'était pas les Arabes chrétiens qui disaient ça. Ouais. C'est curieux. Vous parlez du sport d'ailleurs, voilà. Donc vous avez dit que c'était les Français et les Marocains, alors qu'on est quand même en France. C'est-à-dire que les Marocains sont français. Ouais, mais ils se vivaient pas comme des Français. Voilà, donc ça c'est intéressant, on ne le sait pas beaucoup. Et il y a un chapitre qui est consacré au foot, je crois que ça s'appelle le foot identitaire. Le Djihad Football Cup, ouais. Exactement. Alors vous expliquez que le sport, c'est une activité qui réunit les gens. On Ouais. oublie tout, c'est la passion commune en règle générale, quel que soit le sport collectif, je veux dire, et on laisse dans le monde idéal, je veux dire. On Ouais. laisse de côté tout ce qui relève des dogmes, des positions sociales, etc. Et donc, vous êtes un joueur de foot, professionnel presque, vous avez beaucoup joué au J'ai foot, beaucoup joué au foot, mais et même vous étiez entraîneur, si j'ai bien lu. Donc, vous parlez du foot identitaire, et vous parlez de Zidane, qui, au début, puisqu'il a porté le t-shirt français, il était euh, considéré comme harki, et être harki, c'est pas bien vu. exactement. C'est-à-dire que avant que Zidane gagne la Coupe du Monde, il est un peu considéré comme un traître, un harki qui a osé endosser la tunique bleue. Donc ça, c'est mal vu. Euh, et Et la pourtant, chose, il présentait l'équipe française. et pour, oui, il représentait l'équipe de France, mais il était d'origine algérienne. Donc beaucoup d'Algériens et même de Marocains. Alors il y avait de la part des Marocains une certaine forme de jalousie vis-à-vis de Zidane, et puis de la part des Algériens, ils considéraient ça comme une trahison, parce que très peu, vous vous rendez compte, malgré la puissance de l'immigration algérienne en France, Zidane était un des premiers joueurs d'origine algérienne à oser porter ce maillot bleu. Mm. Parce que lorsqu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, les jeunes joueurs, on leur demande s'ils sont très bons, s'ils acceptent de porter le maillot de l'équipe de France ou le maillot de l'équipe de leurs origines. Donc vous avez beaucoup de joueurs marocains algériens qui préfèrent jouer pour la sélection algérienne ou la sélection marocaine plutôt que de jouer pour la France. Ils sont très peu à accepter de jouer en équipe de France. Donc là, Zidane, on est dans les années 90 et il passe pour un traître. Mais lorsqu'il remporte la Coupe du Monde et qu'il fait quelques matchs héroïques avec les Bleus, d'un seul coup, ça se renverse et vous, les Français, vous êtes des nuls. Heureusement que nous, les Algériens, vous avez Zidane, sinon vous n'auriez jamais gagné cette Coupe du Monde. Sans Zidane, vous seriez rien du tout, quoi. Voilà, c'est ça en fait. La fierté va venir se placer à cet endroit-là et on va retourner comme un gant, ce qui était à l'époque une trahison. Ça, Donc la logique est la suivante, s'il n'y avait pas Zidane ou il n'y avait pas d'Algériens ou de Marocains, c'est du racisme. Mais puisqu'il y a Zidane, c'est du racisme aussi parce que vous êtes nuls. voilà, En c'est vous fait, êtes nuls. Et d'ailleurs, dans les années 80, avant la période Black Blamber, et puis maintenant, il y a une Mhm. équipe nationale où il reste très peu de joueurs, on va dire, blancs. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, dans les années 80, mes copains algériens marocains, à chaque fois que l'équipe de France joue, ils espèrent que la France perde. Tout le monde est meilleur que les Français. Voilà. Ils ne se reconnaissent pas dans cette équipe. Ils ne veulent pas que cette équipe gagne. Qu'elle joue contre l'Argentine, le Brésil, peu importe, il faut qu'elle perde. Elle va toujours perdre. Ça, c'est intéressant ce que vous dites que on trouve Nick la France même dans l'admiration de Maradona ou Platini qui ne sont pas. Alors Platini, il est détesté parce il joue pour la France. Voilà. Donc on considère que ses prestations, elles sont surcotées. Voilà. Non, il vaut rien. Maradona, oui, par contre, lui, il est apprécié. Il joue pas pour la France, il joue à Naples. En plus, il joue dans une équipe où la mafia napolitaine a des actions quelque part. Il touche à la drogue. Il a une réputation de voyou qui peut à l'occasion tricher. Il y a les histoires de mains et tout ce qui se dope. Donc là, lui, il a un côté positif parce que quelque part, il nique le système des Occidentaux, et même en Italie, le football
de l'Italie du Nord, qui est un football, on va dire, plus organisé, plus rationalisé, et lui, l'artiste, au milieu d'une équipe moyenne de l'Italie du Nord, où il y a du Sud, où il y a quand même aussi un racisme entre Italiens du Nord et Italie du Sud. Donc lui, il représente quelque part, c'est une sorte de Che Guevara tiers-mondiste qui joue au ballon. Et ça plaît à mes copains des cités. Donc c'est le monde à l'inverse. Plus on est voyou, plus on est drogué, etc. Mieux on est vu, Oui, mais on euh, est perçu. mieux on est perçu. Oui, mais c'est une propagande Comme très. aujourd'hui. Bien sûr, c'est que quand on dit à mort la police, etc., ça vient d'une très vieille propagande qui n'a pas commencé en France. C'est tout le temps la propagande du cinéma. On montre les flics comme des pourris, comme des idiots, comme des bêtes, etc., et des voyous comme des gens très bien, comme des beaux gosses. Et bon, ça, c'est la propagande de la gauche. On va y arriver. Je vous cite à propos de Black Blamber, ce que vous en parlez justement dans votre livre, et vous dites très clairement Black Blamber est un mensonge d'État qui décrit une réalité fictive. C'est un slogan au service d'une grande lâcheté politique, témoignage d'un aveuglement volontaire au mieux, d'une escroquerie politique au pire. Le caractère inclusif d'une société qui se prétend multiculturelle est une fiction car les communautés qui la composent se défient de lui appartenir et d'être inclus en elle. Elle la méprise pour son incompréhensible faiblesse de caractère. Mais cette société inclusive ne l'est qu'à l'intérieur de chaque communauté et est excluante pour les autres. La fraternité communautaire d'exclusion a malheureusement supplanté la fraternité d'inclusion républicaine. Oui. C'est quand même très sévère comme jugement. C'est une récupération politique. C'était le slogan Black Blanc Beurre. Bon, il y a un seul beurre dans l'équipe. Il y a quelques blacks. Il y a beaucoup de blancs à ce moment-là. Euh, je pense que les politiques se rendent compte déjà que ça commence à mal tourner dans les quartiers. Mais il faut offrir une vitrine. Faire la promotion de ce vivre ensemble. Plus on fait la promotion de ce vivre ensemble qui est soi-disant merveilleux, moins bien ça se passe. Donc il faut quelque chose, il faut mettre des étoiles dans les yeux des gens, il faut de la poudre de perlimpinpin. Donc on va récupérer cette victoire de l'équipe de France pour vendre quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que dans les quartiers, quand on parle du quartier, ce sont des endroits où il y a quand même la population majoritaire est une population musulmane, il n'y a pas du tout l'adhésion aux valeurs françaises. Et pourtant, on parle des Français. Ouais, bah, la fin des années 90, c'est on a de plus en plus d'émeutes urbaines, de violences de groupe, les trafics vont bon train et les barbus commencent à dominer tous les quartiers. Mhm. Ap- euh, ça se passe très mal, mais on fait comme si de rien n'était. Et vous parlez beaucoup de barbus, vous les appelez comme ça, et donc en fait vous parlez de leur discours de propagande qui est très réussi. Euh, En fait, vous décrivez les mécanismes d'endoctrinement des jeunes par les barbus qui arrivent et qui réussissent. Comment ça se passe? Vous pourriez nous en dire un mot? Ben, dans l'islam, il y a ceux qui savent et ceux qui suivent. Beaucoup de musulmans ne lisent pas le Coran. Ils connaissent un peu la vie de Mahomet dans les grandes lignes. Ils sont abreuvés de quelques hadiths ici et là, mais ils sont totalement, ils culpabilisent de cela. Donc, face à quelqu'un qui a une maîtrise de tout cela, ils sont en vénération devant lui. Ils ne peuvent que le respecter. Vous vous rendez compte? Il lit le Coran, eux, il sait à peine s'ils connaissent la Fatiha, qui est la prière Mhm. d'introduction. Lui, il connaît le Coran, il sait et tout. Donc, il est tout de suite considéré comme quelqu'un de prestigieux. Moi, quand ma grand-mère est décédée, la coutume veut que tous les musulmans du quartier viennent pendant 3 jours, les 3 jours qui précèdent l'ensevelissement, et ma grand-mère devait partir en Algérie pour être enterrée, inhumée, et les femmes se battaient à coups de hadith pour savoir quel était à chaque fois le hadith le plus approprié pour telle ou telle situation. Et c'était la plus ancienne, celle qui avait fait le Hajj, il l'appelait Hajja Uriya, qui avait autorité parce que elle avait fait le Hajj, elle avait fait le pèlerinage, donc forcément, elle n'avait pas fait grand chose d'extraordinaire, elle avait claqué 5 000 € pour aller là-bas, elle était revenue, mais comme elle l'avait fait, bah, elle avait tout le temps raison. Donc, il faut pas grand chose pour les impressionner et pour qu'ils se mettent en situation de déférence. Il y avait un livre de Tariq Yildiz, j'ai oublié le nom de ce livre, où il avait fait une étude sur des jeunes musulmans qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient même parfois certains des voyous,
mais tous disaient qu'ils avaient beaucoup de respect pour les barbus, parce que eux avaient le courage d'assumer le véritable islam, alors que eux ne l'assumaient pas. J'ai aussi entendu des caïds dire si j'étais dans un pays musulman, je ne ferais pas tout ce que je fais. Là-bas, je respecterais la loi, mais ici, vous, non, je peux pas respecter votre loi. Parce qu'ils considèrent que la loi française, c'est la loi du faible. C'est une loi de faibles, donc c'est pas une loi respectable. Mm. C'est une loi de mécréants. C'est la loi de ceux qui ont colonisé leurs ancêtres, leurs grands-parents. Donc, on ne peut pas respecter cette loi-là. Et vous dites aussi que dans les quartiers, on vit par la soumission. Est-ce que c'est la soumission à la peur des barbus? C'est la soumission à la loi de la charia? C'est la soumission à quoi exactement? Parce En qu'on- fait, quand je parle de cette soumission, c'est Mm. ceux qui ne sont pas musulmans et qui vivent dans ces Mm. quartiers et qui ont intégré le fait qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose et que ils n'auraient certainement pas le secours des politiques. Ils sont obligés de se soumettre, de raser les murs. Plus l'islam prend de la puissance, plus vous voyez les gens partir, ou ceux qui restent, des petits retraités ou des gens qui ont des conditions sociales un peu précaires, font ce qu'ils peuvent et se soumettent. Vous parlez des femmes beaucoup dans votre livre et vous parlez aussi des Françaises de souche qui vivent dans ces quartiers et qui, vous le décrivez comme si c'était un peu par dépit quand elles se mettent ensemble avec les caïds ou les gens qui représentent la culture machiste, c'est ce que vous dites. Ouais. Elles se convertissent après à l'islam et élèvent les enfants comme des bons musulmans. C'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup en France, Ben oui, pas, dont on ne parle pas dans il y les a- médias. en tout cas chez moi, dans les cités du Nord, il y a beaucoup de jeunes européennes qui se convertissent à l'islam euh, parce que forcément, on a fait l'hymne à la virilité exotique dans les médias pendant pas mal d'années. Euh, Elles ont aussi l'impression de faire quelque part une grande action de charité en soutenant une culture qui subit le racisme. Donc, elles ont l'impression de s'ouvrir à quelque chose. Ce sont aussi des filles qui sont en perte de repères. On a déconstruit leur culture. Euh, il y a une perte. Comment dire, on a américanisé les classes populaires. Et là, vous avez des gens qui leur offrent un cadre avec des repères. Vous voulez dire que le fait d'avoir déconstruit l'identité nationale qui était forte en France, justement dans les années 60, joue sur la perte des repères de la jeunesse, qui adhère à Exactement, toutes sortes de choses qui n'ont absolument aucun ancrage dans le réel. Vous parlez exactement. du monde parallèle, en fait, dans C'est- lequel Exactement, c'est exactement ça. En plus, bon, les effets de mai 68 sur les classes populaires et notamment chez les femmes les ont fragilisées en réalité parce que elles mènent des vies très compliquées dans ces quartiers et comme ce sont des quartiers où la violence prédomine, le caïd, le petit macho ténébreux est une assurance pour bien survivre dans ce quartier. Ouais, vous dites que c'est une culture très machiste. Les femmes sont vues comme des trophées, des chasses gardées ou l'honneur de la famille. C'est ça que vous Exactement. définissez les C'est-à-dire femmes. que ces garçons Mhm. ne veulent pas que leurs sœurs soient courtisées par qui que ce soit, donc ils surveillent les sœurs, mais eux peuvent aller courtiser les filles françaises, mais une fois que ils mettent le grappin sur ces filles, ensuite elles sont voilées et elles rentrent dans le rang comme leurs sœurs. Et il n'y a pas beaucoup de rebelles comme votre mère. Non, non, j'en ai connu quelques-unes. Euh, j'ai une anecdote, il y a une jeune fille que je connaissais qui s'appelait Soraya, et contrairement à ses deux sœurs, elle a refusé un mariage arrangé. Et ça s'est mal passé pour elle, pas à cause de son père, mais à cause de sa mère. Parce que la mère perdait le prestige d'arranger le mariage et de pouvoir un peu se la raconter devant la communauté locale. Les femmes, ce sont elles qui négocient les mariages, qui vont chercher au bled un mari pour leur fille ou une épouse pour leur garçon qui est incapable de s'en trouver une sur place parfois. Donc, parce que vous savez, courtiser une fille, on peut essuyer un refus. Et si on essuie un refus, l'honneur est touché. Ça peut entraîner une réaction violente. Donc, c'est plus facile parfois, si on n'a pas courtisé une petite blanche qui est un peu naïve et qui, voilà, qui va se laisser embarquer dans le truc, c'est plus facile de demander à la mère d'aller chercher une épouse. En plus, les mères veulent ça parce qu'elles disent les filles ici, elles sont un petit peu trop émancipées ou désobéissantes. On va aller chercher une fille au bled, elles sont plus soumises, tu verras.
Bon, et pour revenir à ce que vous disiez, Soraya donc Mhm. avait un copain qui s'appelait Christophe. Elle a dit à sa mère, maman, je vais me marier avec Christophe. Mes enfants, je ne leur imposerai pas de religion et ils auront des prénoms français. Et elle a eu plus de problèmes. Son père s'en moquait éperdument, mais c'est la mère qui a répudié sa fille. Voilà, parce que elle allait perdre le prestige d'un mariage Mhm. qui allait être grandiose dans le quartier et où elle allait pouvoir frimer devant ses copines musulmanes. Donc, les mères sont les gardiennes de la tradition. Et ce sont elles qui élèvent les garçons pour en faire des petits, soit des petits dictateurs domestiques, ou soit des petits caïds. Les filles sont assujetties à être quelque part les servantes de leurs frères, mais les garçons, très tôt, on les laisse dans la rue et ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les garçons, ils peuvent rentrer à toute heure de la journée, leur sœur ou leur mère ou leur tante leur prépare un repas. Ils n'ont plus qu'à mettre les pieds sous la table. Mhm. Il n'y a pas de repas en commun, sauf pendant la rupture du jeûne, du ramadan, cette période-là, où au soir, tout le monde va manger ensemble. Mais souvent, la plupart dans les familles, on mange à des horaires différés en fonction des entrées et sorties des uns et des autres. Donc là, c'est le seul moment où tout le monde va manger ensemble, et encore, il y aura une pièce pour les hommes et une pièce pour les femmes. D'ailleurs, dans les foyers musulmans, dans beaucoup de foyers musulmans, pas tous, mais beaucoup de foyers musulmans, on sacrifie une pièce de la maison pour ne pas avoir le déshonneur de ne proposer qu'un seul salon quand on a des invités. Parce que mettre dans la même pièce des hommes et des femmes, lorsqu'on invite de la famille et des amis, c'est déshonorant, ça veut dire qu'on fait comme les Français, comme les Occidentaux. On doit séparer les hommes et les femmes, comme à la mosquée. Mhm. Oui, il y a tout un chapitre qui est consacré à cette situation dans votre livre. Et je voulais vous poser une autre question. Vous dites dans votre livre, comme à peu près tous ceux qui parlent de l'islamisme, de l'islam, etc., et des quartiers, qu'il y a quand même quelque chose qui réunit tout le monde, c'est en consensus. C'est la cause palestinienne. On a commencé notre entretien avec Mohamed Merah, qui incarnait la justice pour venger la cause palestinienne. Et donc, vous le dites, d'ailleurs, votre chapitre, le Djihad Football Cup, Ouais. vous dites que beaucoup de jeunes en échec s'identifient aux Palestiniens. Et en fait, ils vont jouer leur intifada avec leur salle locale, tantôt donc contre la police, contre les pompiers, ceux qui représentent l'État ou les non-musulmans. Ouais. C'est assez intéressant, cette C'est quelque identification. chose que j'ai Mm. remarqué, c'était à la fin des années 80, Mhm. j'avais déjà fait ce constat. Pourquoi? Parce que le Palestinien représente, c'est le mythe du damné, Mm. comment dire, sanctifié international. C'est le damné de la terre euh, comment dire, par excellence. Voilà, c'est la cause commune de toutes les gauches du monde entier. Le Palestinien, c'est une figure mythique sanctifiée. Donc, se mettre dans la peau de ce Palestinien, c'est aussi retrouver la peau de l'Algérien colonisé. Parce que tout le discours qu'on entend sur le conflit israélo-palestinien, toute la sémantique, toute la rhétorique, elle est héritée de la guerre d'Algérie. On a calqué sur ça, dès que la gauche a été orpheline de sa cause algérienne, elle s'est emparée de la cause palestinienne à la fin des années 60, début des années 70, elle a calqué tout ce lexique sur le conflit israélo-palestinien. Donc eux, ils sont dans la continuité. Et, et maintenant, on a aussi un discours décolonialiste, c'est-à-dire que vous avez des mouvements politiques se sont greffés sur la gauche radicale, qui veulent décoloniser la France. Ce que subit Israël, ce qui s'est passé en Algérie avec la France, on est en train de le vivre et ça va s'aggraver dans les années à venir. Le maghrébin, c'est un petit peu le palestinien local de la gauche. C'est leur doudou idéologique. C'est le maghrébin musulman, c'est l'opium de la gauche radicale. Oui, mais la gauche se fout des Maghrébins, à vrai dire, comme ils se foutent des Palestiniens. C'est pas ça qui les intéresse. Puisqu'on parle de la propagande de la gauche, donc vous avez tout un
chapitre qui est consacré à cette gauche-là, et vous dites que ils ont joué un rôle dans la mythologie antiraciste et la propagande de cette mythologie, sa diffusion en France. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai toujours pensé que la gauche était très méprisante à l'égard des Arabes, arabo-musulmans, et en fait, elle n'essayait pas de les comprendre. Elle projetait toujours sur ces gens-là sa manière d'être au monde. Là, on parle de l'autre, mais on projette sur l'autre sa manière d'être. Et ça, c'était toujours pour moi intéressant. Et j'ai aussi une autre vision de cette gauche-là, c'est que au fond, ils n'ont rien à faire, ni des musulmans, ni des Palestiniens, ni de qui que ce soit. Ils connaissent les musulmans quand ils vont aller bouffer du couscous ou autre chose pour dire voilà, j'ai des copains musulmans, c'est des derniers de la terre, etc. Je vous lis, vous. Tout l'enjeu des antiracistes est de nier le lien entre les ethnies et cultures lorsqu'il s'agit des violences, mais de les mettre en valeur lorsqu'il est question de cuisine, d'art ou de réussite dans l'industrie du spectacle. On parle alors d'enrichissement culturel. Donc en fait, c'est une sorte d'écran de fumée que la gauche met devant tout le monde en expliquant le social, euh, en faisant du chantage au racisme. Oui. Oui, je pense que la gauche voit dans les islamistes, dans les décolonialistes, dans les caïds, des Che Guevara du tiers-monde, Mhm. tiers-mondistes, et qu'ils les utilisent pour faire leur révolution ici. Ils sont comment dire, ils sont orphelins d'une cause. Ils espéraient ça avec l'Algérie. Ils espéraient, Alger, c'était un peu Alger-La Havane, c'était la Mecque des révolutionnaires. Et puis ils se sont fait, pardonnez-moi l'expression, mais baiser la gueule, puisque la constitution algérienne ne leur reconnaissait pas, comment dire, une pleine citoyenneté comme ils l'espéraient, c'est-à-dire que il fallait être musulman et algérien de souche pour être pour être algérien, pour avoir la nationalité algérienne. À titre exceptionnel, à ceux qui avaient été porteurs de valises, on offrait la nationalité algérienne, mais elle n'était pas transmissible à leurs enfants. Donc ils se sont fait avoir, ils ont été instrumentalisés. Boumedienne avait dit d'eux, vous êtes des révolutionnaires en peau de lapin. Ils sont revenus la queue entre les jambes à la fin des années 60 et se sont ensuite emparés du conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, ils recommencent les mêmes bêtises. Mélenchon et toute sa clique espèrent faire ce qui s'est fait en Algérie avec les quartiers populaires, comme ils disent entre guillemets, c'est-à-dire avec la diversité principalement arabo-musulmane, et prendre le pouvoir pour instaurer ce paradis entre guillemets socialiste. Donc, ils jouent à un jeu dangereux parce que je pense que c'est eux qui se font instrumentaliser et c'est eux qui passeront à la casserole si ces choses devaient arriver. Comme c'est passé avec le Parti communiste en Iran à peu près. On a vu Exactement. comment ils ont Ou les terminé. Libanais de gauche qui se Ouais. sont fait avoir aussi. Ouais. Et ils apprennent pas de l'histoire. Non, et quand vous parlez des causes orphelines, c'est vrai, la gauche française était d'abord communiste, après ils étaient maoïstes, ensuite ils étaient trotskistes, par la suite ils étaient castristes, il y a qu'à lire Simone de Beauvoir et Jean-Paul Oui. Sartre, ensuite ils étaient auchéministes, et en fait tous les régimes totalitaires du Mais monde, ils les ont soutenus, y compris évidemment tous les régimes. tout ce qui peut détruire l'Occident libéral bourgeois est de facto leur allié, systématiquement. Et donc, du coup, l'islamisme en France, en tout cas, est leur allié naturel. Exactement. Et d'ailleurs, Mm. vous voyez, il y a quelques années, il faisait la distinction entre islam et islamisme, donc des musulmans qui n'avaient rien à voir avec l'islamisme, et maintenant ils s'interdisent de critiquer l'islamisme. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience d'une chose, c'est que l'islamisme est en train de devenir majoritaire chez les jeunes musulmans. Et ils ont compris aussi une autre chose, c'est que s'en prendre aux islamistes, ça peut être très mal perçu par beaucoup de musulmans, parce que les islamistes dans les quartiers ne vivent pas séparément des musulmans. Il n'y a pas une communauté d'islamistes et une communauté Bien sûr. musulmane qui subit les islamistes. C'est pas comme Mm. ça que ça se passe. Il y a des islamistes dans beaucoup de familles musulmanes. Et les musulmans n'ont pas peur des islamistes. Ils ont peur de passer pour de mauvais musulmans auprès des autres musulmans, auprès de la Oumma locale. Donc, ils ne peuvent pas désavouer les islamistes parce que sinon ils vont passer pour de mauvais musulmans. Et ça, Jean-Luc Mélenchon et certains de ses conseillers l'ont très très bien compris. Donc, ils se refusent à attaquer l'islamisme. Bon, on va voir ce qui va arriver avec ce parti, mais en tout cas, vous êtes très pessimiste quand on vous lit. Vous êtes nationaliste français dans le sens noble de ce terme. Vous aimez la France, vous êtes patriote
Et ce Ouais. sont des valeurs qui sont déconsidérées aujourd'hui. C'est très mauvais d'être patriote. Oui, parce que il y a eu la construction européenne. Et la construction européenne avait besoin de casser le lien charnel entre les nations et leurs peuples. Donc on a commencé à déconstruire l'idée de nation, mais aussi l'idée de famille, les identités. On a dans les programmes d'histoire privilégié l'idée que finalement la France était qu'une succession de pages sombres et de crimes contre l'humanité. On a bien chargé la mule, et ensuite on a fait venir des populations qui n'avaient aucun attachement charnel à la nation. Moi, je pense qu'on peut faire venir des gens à partir du moment où c'est un geste d'amour. Voilà, la France va, ou l'Italie ou l'Espagne, peu importe, va vous offrir ce que votre pays ne pourra pas vous offrir, mais il faut aussi donner des garanties. Donc, et on a parlé d'intégration au lieu de parler d'assimilation. Mm. L'intégration, c'est l'intégration de communautés, et on juge à l'aune des politiques d'intégration. Et si c'est raté, bah c'est raté. Alors que l'assimilation, il fallait faire ses preuves. C'était à l'épreuve de la vie de l'individu. Et on a mis ça de côté, et on a fait venir des gens, puis on a dit, bah allez, on verra bien ce qui va se passer. Et si ça se passe mal, on dira, bah c'est de la faute des Français, ils sont racistes. Alors comme vous êtes raciste, on va multiplier les politiques de la ville, on va mettre beaucoup d'argent pour réparer cela, pour obtenir la paix sociale. Et ça coûte cher. Et moi, je pense que ces politiques de la ville, tous ces investissements qui n'ont fait qu'empirer la situation, sont pour moi des djizia maquillés, c'est-à-dire que on donne de l'argent pour pas avoir de violence. Le jizya, c'est un impôt qui était payé par les Voilà. dhimmis pour avoir de la protection de la Pour ne pas se faire, communauté. Tout à fait. voilà. Votre diagnostic est mauvais, mais vous dites par contre, dans la conclusion, vous qui connaissez tout ça mieux que tous les bobos de vos quartiers, Ouais. à qui vous dites ne venez pas me dire ce qu'il faut penser. J'ai travaillé et je suis devenu infirmier libéral. J'ai sué sang et eau et je suis responsable de mes réussites et de mes échecs que j'assume pleinement. La France m'a offert les conditions pour m'affranchir et devenir responsable sans attendre qu'une religion, une caste, une tribu, une faveur ou un privilège décide pour moi. Ça, c'est le summum de la responsabilité individuelle que vous avez intégrée ici, étant en France. Exact. Cette culture quand même contient en elle-même. Oui, Et c'est cette culture-là qu'on a essayé de déconstruire pour rendre cette société complètement sans défense. exactement. On lui a détruit ses défenses immunitaires. Et si vous voulez, les immigrés, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent dans des quartiers populaires et ils se confrontent aux classes populaires historiques du pays. Les classes populaires historiques, elles avaient un rôle très important dans l'assimilation. On a déconsidéré ces classes populaires, on les a ringardisées d'abord. Ça a été tout ce processus, on parlait de bof raciste, de Gérard Coluche quand il imite un abruti alcoolique très limité et raciste. C'était les Tuches, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, les Deschiens. Donc on a complètement ringardisé et même criminalisé ces gens qui finalement votent mal. C'est-à-dire que eux qui étaient confrontés à la diversité, à l'immigration, ils ont subi de plein fouet l'insécurité culturelle, l'insécurité physique et l'insécurité économique. Et on leur a dit, mais non, vous êtes raciste. C'est pas vrai, ce que vous voyez n'existe pas. Et vous devez l'accepter. Alors, soit ils ont fui ces quartiers, ils ont fini par fuir les métropoles, ils ont, ceux qui restaient continuaient de subir et continuent de subir, et puis ils ont fini par voter vers la droite nationaliste, voire l'extrême droite, et on a dit, mais vous voyez, on a eu raison de les mettre à part, c'est Terra Nova. Ces gens-là, quelque part, ne font plus partie, sont frappés d'obsolescence anthropologique, idéologique et civilisationnelle. Il y a un nouveau peuple, c'est ce nouveau peuple-là qu'on va devoir magnifier, servir. On parle au nom de ce nouveau peuple. Et c'est ça qui s'est passé. Il ne peut plus y avoir d'assimilation. Vous voulez vous assimiler à quoi? L'école seule ne suffit pas. Et ça, c'est aussi un orgueil des intellectuels de croire que l'école seule suffit. Il y a un peuple qui est le fruit d'une maturation anthropologique au long cours, et c'est sur ce peuple que devait se faire l'assimilation. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que les élites françaises sont divorcées de ce peuple. Euh,
On le voit avec l'école, on le voit avec l'université, on le voit avec les institutions républicaines qui ne remplissent plus la fonction qui était Elles ne la peuvent leur. plus. Même si elles le voulaient, ce serait très compliqué. Parce qu'il va falloir faire preuve d'autoritarisme. Quel est Voilà. votre diagnostic pour l'avenir? Vous croyez que c'est irréversible ce qui se passe dans la société française, ou il y a des moyens de reprendre le terrain? Je pense que si on veut vraiment s'en sortir, il va falloir arrêter, stopper, il va falloir arrêter de nourrir comment dire, la force démographique qui se met en place dans tous ces quartiers, autour des métropoles et maintenant dans les villes moyennes. Sinon, ça deviendra irréversible. Regardez, Emmanuel Macron a parlé de transition démographique et de répartir les difficultés en parlant de ces quartiers-là. Mais c'est pas du tout ce qu'il fait. Parce que on pourrait croire, bon, bah, il y a à certains endroits, il y a une telle masse culturelle, ethnico-culturelle et religieuse qu'il va falloir faire partir des gens et les faire habiter ailleurs pour, euh, comment dire, faire baisser cette pression communautaire et islamiste. Non, ça, il n'y touche pas. C'est les nouveaux arrivants qui sont répartis dans tout le reste de la France. Et on prévient pas les élus, on installe des gens. Donc, il est en train, le projet d'Emmanuel Macron, là, si on l'écoute, c'est de Seine-Saint-Deniser toute la France. On ne change rien aux méthodes. Si on Seine-Saint-Denis toute la France, bah, quelque part, le pari de Jean-Luc Mélenchon, à terme, il peut être gagnant. Il peut être gagnant jusqu'à ce qu'il se fasse lui-même planter par ses protégés. J'espère qu'on va assister à Donc ça. il faut, si on assiste à ça, c'est que la France est perdue. Ouais. Mais ce qu'il faudrait, c'est stopper. Parce que 500 000 personnes qui rentrent en France chaque année, ça n'est pas, on ne peut plus. On a de très très loin dépassé, que ce soit sur un plan social et économique, on a complètement dépassé nos capacités d'accueil. Le pays ne peut plus. Et puis d'un point de vue anthropologique, c'est très dangereux. On est en train d'aller vers un basculement anthropologique qui est peut-être irréversible et qui est très très dangereux. Quand vous dites cela sur les plateaux télé, on vous dit tout de suite que vous êtes raciste. Non, ça n'a rien à voir avec une histoire de race, puisque quand on est comme moi pour l'assimilation, on se fiche pas mal de la couleur de peau de la personne qui va s'assimiler. L'assimilation, c'est un geste antiraciste par excellence, puisqu'on prend dans nos bras celui qui arrive et qui déclame son amour à la France. Donc ça n'a rien à voir avec le racisme. Qu'est-ce qui vous donne cette force de dire la vérité, de ne pas avoir des craintes, d'avoir le risque de tout perdre, d'être menacé? Au niveau personnel, qu'est-ce qui vous anime quand vous faites ce que vous faites? Moi, je n'ai pas peur. Ce qui m'anime, c'est l'amour de mes enfants, donc j'ai pas envie d'offrir, de léguer à mes enfants une France qui n'est plus la France. Voilà, je veux qu'ils puissent bénéficier de ce que moi j'ai bénéficié de ce que j'ai eu. Donc, ou alors il va falloir plier bagage et partir ailleurs. Et la France ne sera plus la France. Merci beaucoup, David Duquesne, pour votre Je vous en prie, témoignage. merci. Merci.